Il monta dans l'avion comme n'importe quel autre passager, calme, silencieux, tenant un billet de première classe. Mais quelques minutes après s'être installé, une hôtesse de l'air se pencha vers lui et lui lança 5 mots secs, « Vous n'avez rien à faire ici ». Elle ne vérifia rien, ne posa aucune question. Elle lui demanda simplement de rejoindre l'arrière de l'appareil. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle venait d'humilier avec le sourire n'était pas un simple voyageur. Il était juge fédéral, et un seul appel de sa part pouvait faire basculer son monde. Ce qu'il fit. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous le pays d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Il monta à bord de l'avion discrètement, vêtu d'un costume bleu marine, des chaussures parfaitement cirées et une prestance calme qui attira quelques regards qu'il ne sembla même pas remarquer. Dans sa main droite, il tenait une mallette en cuir. Dans la gauche, une carte d'embarquement soigneusement pliée. Son nom était Jérôme Collins, juge fédéral senior, reconnu dans le milieu juridique pour son esprit vif et sa force tranquille. Lorsqu'il atteignit son siège en première classe, il salua poliment une hôtesse et s'assit avec élégance. Il rangea sa mallette sous le siège, boucla sa ceinture et sortit de la poche intérieure de son manteau un petit recueil de poésie. Il ne consulta pas son téléphone, n'adressa la parole à personne. Il se contenta de lire calmement, avec la patience d'un homme habitué au silence. Non loin de là, Rachel Banton, chef de cabine, traversait la première classe avec son habituelle rigueur. Grande, posture droite, visage professionnel, légèrement oin, son uniforme impeccable. Elle inspectait chaque passager comme s'il s'agissait de militaires sous sa supervision. Son regard balaya les sièges des voyageurs d'affaires habituels puis s'arrêta. Elle marqua un temps d'arrêt. Ses yeux se posèrent sur Jérôme. Son expression changea subtilement. Elle redressa les épaules et s'approcha. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle assez fort pour que plusieurs passagers se tournent vers eux. Puis-je revoir votre carte d'embarquement ?» Jérôme leva les yeux, surpris mais calme. « Bien sûr. » Il la lui tendit sans hésitation. Rachel la prit et la fixa en clignant lentement des yeux. « Cela dit-elle en insistant sur chaque mot, comme si elle expliquait un concept complexe, c'est un siège en première classe. » « Oui, en effet, répondit Jérôme d'un ton posé. Elle regarda de nouveau le nom, puis son visage, puis la carte. « Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur ? Que votre entreprise n'a pas réservé la mauvaise classe ? » « Aucun doute, répondit-il. Sa voix se durcit. « Monsieur, je vais devoir vous demander de rejoindre la classe économique. On réglera ça plus tard, mais pour le moment, je dois libérer ce siège. » Le silence tomba dans la cabine. Certains passagers tournèrent complètement la tête. Une femme baissa son magazine pour regarder. Jérôme referma lentement son livre, rangea sa carte d'embarquement dans sa poche intérieure et se leva. Sans dire un mot, sans protester, il prit sa mallette et marcha vers l'arrière. Regard droit, mâchoire serrée, Rachel s'écarta, bras légèrement croisés, et souffla doucement du nez, comme si elle venait de rétablir l'ordre. Jérôme trouva un siège libre au fond de l'appareil. Il y rangea sa mallette, s'installa sans un mot et sortit son téléphone. Il tapa un message court, écarté de la première classe, billet refusé, aucune explication, en attente. Il envoya. L'écran devint noir. Son visage resta impassible. Il regarda ses mains puis par la petite fenêtre à côté de lui. Ce que Rachel ignorait, c'est que l'homme qu'elle venait de rabaisser était capable, en un seul appel, de faire s'effondrer toute sa réalité. Et cet appel venait d'être passé. En première classe, Rachel poursuivait son service, le sourire revenu, offrant boissons et salutations aux passagers. L'incident avec Jérôme était déjà sorti de son esprit. Pour elle, elle n'avait fait que corriger une erreur. Rien de plus. Elle ne vit pas les regards échangés entre certains passagers. Certains murmuraient, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. À l'arrière, Jérôme Collins restait droit, jambes un peu coincées mais sans se plaindre. Il ne soupirait pas, il ne bougeait presque pas, mais son esprit, lui, était en mouvement. Il n'était pas en colère, pas encore. Il était déçu. Déçu de l'humiliation.
Déçu de voir à quel point cela avait été facile, à quel point Rachel l'avait écarté sans raison valable. Son téléphone vibra. Un message, qui vous a déplacé? Quelle compagnie? Numéro de vol? Il répondit sans attendre, vol 714 Horizon Air, hôtesse Rachel Banton. Aucune réponse. Pas besoin. La personne à l'autre bout avait toutes les infos nécessaires. Quelques rangs plus loin, une jeune hôtesse nommée Clara Green s'approcha. En passant près de Rachel, elle s'arrêta. Et l'homme que tu as déplacé, je suis presque sûre que sa carte indiquait bien un A. Rachel ne leva même pas les yeux. Je sais ce que j'ai vu. Le système a dû bugger, ou alors il a été surclassé par erreur. Clara hésita. Mais il avait l'air sûr de lui. Rachel la fixa, voix basse mais ferme. Clara, ça fait 15 ans que je fais ce boulot. Je sais quand quelqu'un ne colle pas, fais-moi confiance. S'il avait eu sa place ici, il aurait dit quelque chose. N'en fais pas toute une histoire, d'accord? Clara acquiesça lentement et s'éloigna, visiblement troublée. Rachel reprit son service comme si de rien n'était. Elle ignorait qu'au sol, dans une salle d'opération, les alarmes venaient de se déclencher et quelque part dans la chaîne hiérarchique, une phrase tomba. Mettez-moi le capitaine en ligne. Il monta dans l'avion comme n'importe quel autre passager, calme, silencieux, tenant un billet de première classe. Mais quelques minutes après s'être installé, une hôtesse de l'air se pencha vers lui et lui lança 5 mots secs, « Vous n'avez rien à faire ici ». Elle ne vérifia rien, ne posa aucune question. Elle lui demanda simplement de rejoindre l'arrière de l'appareil. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle venait d'humilier avec le sourire n'était pas un simple voyageur. Il était juge fédéral, et un seul appel de sa part pouvait faire basculer son monde. Ce qu'il fit. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous le pays d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Il monta à bord de l'avion discrètement, vêtu d'un costume bleu marine, des chaussures parfaitement cirées et une prestance calme qui attira quelques regards qu'il ne sembla même pas remarquer. Dans sa main droite, il tenait une mallette en cuir. Dans la gauche, une carte d'embarquement. Soigneusement pliée. Son nom était Jérôme Collins, juge fédéral senior, reconnu dans le milieu juridique pour son esprit vif et sa force tranquille. Lorsqu'il atteignit son siège en première classe, il salua poliment une hôtesse et s'assit avec élégance. Il rangea sa mallette sous le siège, boucla sa ceinture et sortit de la poche intérieure de son manteau un petit recueil de poésie. Il ne consulta pas son téléphone, n'adressa la parole à personne. Il se contenta de lire calmement, avec la patience d'un homme habitué au silence. Non loin de là, Rachel Banton, chef de cabine, traversait la première classe avec son habituelle rigueur. Grande, posture droite, visage professionnel, légèrement hautain, son uniforme impeccable. Elle inspectait chaque passager comme s'il s'agissait de militaires sous sa supervision. Son regard balaya les sièges des voyageurs d'affaires habituels puis s'arrêta. Elle marqua un temps d'arrêt. Ses yeux se posèrent sur Jérôme. Son expression changea subtilement. Elle redressa les épaules et s'approcha. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle assez fort pour que plusieurs passagers se tournent vers eux. Puis-je revoir votre carte d'embarquement? » Jérôme leva les yeux, surpris mais calme. « Bien sûr. » Il la lui tendit sans hésitation. Rachel la prit et la fixa en clignant lentement des yeux. « Cela dit, dit-elle en insistant sur chaque mot, comme si elle expliquait un concept complexe, c'est un siège en première classe. » Oui, en effet, répondit Jérôme d'un ton posé. Elle regarda de nouveau le nom, puis son visage, puis la carte. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Que votre entreprise n'a pas réservé la mauvaise classe? Aucun doute, répondit-il. Sa voix se durcit. Monsieur, je vais devoir vous demander de rejoindre la classe économique. On réglera ça plus tard, mais pour le moment, je dois libérer ce siège. Le silence tomba dans la cabine. Certains passagers tournèrent complètement la tête. Une femme baissa son magazine pour regarder. Jérôme referma lentement son livre, rangea sa carte d'embarquement dans sa poche intérieure et se leva. Sans dire un mot, sans protester, il prit sa mallette et marcha vers l'arrière.
Regard droit, mâchoire serrée, Rachel s'écarta, bras légèrement croisés, et souffla doucement du nez, comme si elle venait de rétablir l'ordre. Jérôme trouva un siège libre au fond de l'appareil. Il y rangea sa mallette, s'installa sans un mot et sortit son téléphone. Il tapa un message court, écarté de la première classe, billet refusé, aucune explication, en attente. Il envoya. L'écran devint noir. Son visage resta impassible. Il regarda ses mains puis par la petite fenêtre à côté de lui. Ce que Rachel ignorait, c'est que l'homme qu'elle venait de rabaisser était capable, en un seul appel, de faire s'effondrer toute sa réalité. Et cet appel venait d'être passé. En première classe, Rachel poursuivait son service, le sourire revenu, offrant boissons et salutations aux passagers. L'incident avec Jérôme était déjà sorti de son esprit. Pour elle, elle n'avait fait que corriger une erreur. Rien de plus. Elle ne vit pas les regards échangés entre certains passagers. Certains murmuraient, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. À l'arrière, Jérôme Collins restait droit, jambes un peu coincées mais sans se plaindre. Il ne soupirait pas, il ne bougeait presque pas, mais son esprit, lui, était en mouvement. Il n'était pas en colère, pas encore. Il était déçu. Déçu de l'humiliation. Déçu de voir à quel point cela avait été facile, à quel point Rachel l'avait écarté sans raison valable. Son téléphone vibra. Un message, qui vous a déplacé? Quelle compagnie? Numéro de vol? Il répondit sans attendre, vol 714 Horizon Air, hôtesse Rachel Banton. Aucune réponse. Pas besoin. La personne à l'autre bout avait toutes les infos nécessaires. Quelques rangs plus loin, une jeune hôtesse nommée Clara Green s'approcha. En passant près de Rachel, elle s'arrêta. Et l'homme que tu as déplacé, je suis presque sûre que sa carte indiquait bien un A. Rachel ne leva même pas les yeux. Je sais ce que j'ai vu. Le système a dû bugger, ou alors il a été surclassé par erreur. Clara hésita. Mais il avait l'air sûr de lui. Rachel la fixa, voix basse mais ferme. Clara, ça fait 15 ans que je fais ce boulot. Je sais quand quelqu'un ne colle pas, fais-moi confiance. S'il avait eu sa place ici, il aurait dit quelque chose. N'en fais pas toute une histoire, d'accord? Clara acquiesça lentement et s'éloigna, visiblement troublée. Rachel reprit son service comme si de rien n'était. Elle ignorait qu'au sol, dans une salle d'opération, les alarmes venaient de se déclencher et quelque part dans la chaîne hiérarchique, une phrase tomba. « Mettez-moi le capitaine en ligne. » Clara pencha la tête. C'est vraiment ce que c'était? Rachel ne répondit pas. Elle savait ce qu'elle avait fait, elle savait pourquoi elle l'avait fait. Et le pire, c'est qu'elle ne pouvait même pas prétendre que c'était accidentel. Elle n'avait demandé la carte d'embarquement de personne d'autre en première classe, juste la sienne. Et pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de son apparence. Pendant ce temps, au siège 1A, le téléphone de Jérôme vibra à nouveau. Cette fois, le message était court. Le PDG est informé. Une action directe sera prise à l'atterrissage. Préparez-vous à des excuses officielles et à une revue de l'équipage. Il expira lentement par le nez, toujours aussi calme. Il ne voulait pas faire de scandale. Il n'en avait pas besoin. Il avait besoin de responsabilité. Il jeta un œil vers le rideau par lequel Rachel avait disparu quelques instants plus tôt. Le rideau ne bougea pas, mais il pouvait le sentir. Son malaise, sa peur, sa conscience que quelque chose avait changé de manière irréversible. Derrière son apparence maîtrisée, Rachel le sentait aussi. Elle avait franchi une ligne, et les conséquences l'attendaient déjà à la porte d'arrivée. Le bourdonnement des moteurs restait constant, mais l'énergie dans la cabine avait complètement changé. Ce n'était pas seulement le silence de l'équipage ou les murmures échangés entre passagers. C'était plus profond, un poids dans l'air, une tension discrète qui poussait chacun à se redresser un peu plus, à parler un peu moins fort, à observer un peu plus attentivement. Le capitaine Richardam était assis dans le cockpit, consultant les données de vol, mais son attention vagabondait. Il pilotait depuis plus de 20 ans. Il avait vu des passagers indisciplinés, des comportements perturbateurs, des urgences, même quelques scandales qui avaient fait la une. Mais ça, c'était différent.
Ce n'était pas juste un passager déplacé. C'était qui ce passager était, et comment quelqu'un de puissant avait été traité comme s'il ne l'était pas. Le téléphone de bord sonna à nouveau. Il décrocha immédiatement. « Capitaine Ham », dit la voix du centre des opérations. Le PDG a autorisé une révision officielle de l'équipage à l'atterrissage. Un véhicule privé attendra le juge Collins à la porte. La sécurité l'escortera. Vous devez être entièrement transparent. Aucune temporisation interne. Nous agissons rapidement. Le capitaine hocha lentement la tête. Compris. Je m'assurerai que l'équipage soit prêt. En raccrochant, il se frotta la mâchoire. Il avait un mauvais pressentiment. Ce vol serait de ceux que l'on n'oublie pas. Rachel, quant à elle, se tenait dans le galeis, fixant sans bouger le tiroir des plateaux repas. Elle n'avait rien touché depuis plus de 10 minutes. Elle entendit Clara bouger derrière elle, sentant sa présence comme une ombre tenace. « Ils ont rappelé le cockpit », dit Clara en rompant le silence. « Il t'a dit quelque chose ?» Rachel ne se retourna pas. « Non. »« Eh bien, il se passe quelque chose. Tu le sens ?» Rachel se tourna lentement vers elle. « Je sais », dit-elle doucement. Clara hésita, puis ajouta. « Tu devrais commencer à réfléchir à ce que tu vas dire à l'atterrissage. Ça ne va pas disparaître. » Rachel serra la mâchoire. C'était une erreur. Clara haussa un sourcil. « Vraiment ?» Rachel ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas une simple erreur. C'était des années d'habitudes silencieuses, d'hypothèses jamais remises en question, de choses qu'elle s'était persuadée être inoffensives. Elle avait toujours fait confiance à son instinct, mais aujourd'hui, cet instinct l'avait menée droit dans le mur. Et maintenant, elle était piégée dans les conséquences. Au siège 1A, Jérôme jeta un œil à son téléphone. Un autre message venait d'arriver, cette fois d'un nom familier, quelqu'un du conseil de discipline judiciaire. Un mot de soutien bref, confirmant que l'incident avait été transmis officiellement à la direction de la compagnie aérienne. Il ne leur avait rien demandé, mais c'était ça, le respect silencieux. Il avançait tout seul. De l'autre côté de l'allée, des passagers commençaient à comprendre qu'il se passait quelque chose. Une femme se pencha vers l'homme à côté d'elle et chuchota. « Je crois que c'est l'homme qu'ils ont déplacé tout à l'heure. Il est de retour en première classe maintenant. » Oui, et les agents de bord agissent bizarrement. Les chuchotements ne restèrent pas des chuchotements bien longtemps. Les mots commencèrent à se propager dans la cabine. Dans le galeis, Rachel s'agrippait au bord du comptoir, les jointures blanchies. Elle avait passé des années à bâtir sa réputation. On la connaissait pour être rigoureuse, efficace, stricte. Elle ne tolérait pas le désordre. Elle tenait son avion d'une main de fer. Mais cette fois, son autorité avait ignoré la vérité, et maintenant, elle fonçait droit vers les récifs. Elle se tourna brusquement. « Il me faut 1 minute », dit-elle sèchement à Clara. Sans attendre de réponse, elle traversa le rideau et se dirigea vers les toilettes. Ses pas étaient rapides, détendus. En traversant l'allée, quelques passagers levèrent les yeux. Elle garda la tête baissée. Pour la première fois de sa carrière, elle ne voulait pas être vue. Elle verrouilla la porte, se pencha au-dessus du lavabo et fixa son reflet. La lumière fluorescente la vieillissait. Ses yeux étaient rouges sur les bords, ses lèvres pincées. Elle se passa de l'eau froide sur le visage et s'agrippa au lavabo pour se stabiliser. Son cœur battait vite. Pas de culpabilité, pas même par peur de perdre son emploi. C'était pire. La prise de conscience que les dégâts étaient faits et publics. Il n'y avait aucun moyen de réparer ça en plein vol. Aucun rapport, aucune excuse douce ne suffirait. Quelqu'un l'avait vu décider, sans raison, qu'un homme ne méritait pas la place qu'il avait payée. Et maintenant, cet homme avait toutes les ressources, toutes les voies, toutes les plateformes à sa disposition, et il avait choisi de ne pas hurler, ne pas menacer. Il avait choisi d'attendre. Et ce silence, était sur le point de devenir plus fort que tout ce que Rachel avait jamais affronté. Le signal de ceinture s'alluma dans un léger digne signalant le début de la descente.
La voix du capitaine Ham résonna dans les haut-parleurs avec l'annonce habituelle d'atterrissage, calme, professionnel. Mais pour beaucoup dans la cabine, cela passa inaperçu. Les regards se tournèrent, les conversations cessèrent. L'atmosphère s'était épaissie, presque tangible. Rachel sortit des toilettes, les cheveux un peu défaits, les yeux ternes de fatigue. Elle évita le miroir, cette fois. Elle en avait déjà assez vu. En marchant vers le Galéi, son regard balaya la cabine. Elle sentit les regards discrets, mais bien là. Certains passagers levèrent les yeux, puis les baissèrent aussitôt. D'autres soutinrent son regard une seconde de plus, pas avec haine, mais avec conscience. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus aux commandes. Clara était debout à l'entrée du Galéi. Elle ne souriait pas. Elle ne bougeait pas. Elle observait. Rachel ne dit rien en passant. Elle traversa le rideau rapidement et attrapa une pile de cartes de débarquement. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ne savait même pas si elle devait continuer la routine. Une partie d'elle voulait prétendre que tout était normal, mais ça ne l'était pas, et tout le monde le savait. Au siège 1A, Jérôme boucla sa ceinture avec des gestes calmes et précis. Il referma le recueil de poèmes qu'il avait gardé sur ses genoux et le glissa dans la poche latérale de sa mallette. Il s'adossa, le dos droit. Son téléphone vibra une dernière fois. La sécurité est à la porte. Vous serez escorté en premier. Une requête média a déjà été envoyée à la compagnie. Il posa le téléphone face contre la tablette. Il ne voulait plus voir d'autres messages. Pas encore, pas avant que les roues touchent le sol. L'avion s'inclina légèrement en entamant l'approche. Les lumières s'adoucirent, projetant de longues ombres sur les visages des passagers. Certains fixaient droit devant, feignant l'indifférence. D'autres jetaient des regards furtifs vers Jérôme. Il n'avait pas dit un mot depuis son retour et l'homme en costume se tourna de nouveau vers Clara. Nous aimerions maintenant parler à Madame Rachel Benton. Rachel sentit tout son corps se tendre. Ses pieds refusaient de bouger. Clara ne dit rien. Elle se contenta de regarder Rachel, puis s'écarta. L'agent des affaires internes leva sa tablette. Mademoiselle B, veuillez apporter votre pièce d'identité et votre carte d'équipage. Vous serez escortée jusqu'à la salle des opérations. Une revue préliminaire sera menée avant l'audition complète. Rachel acquiesça avec raideur. Chaque pas semblait fait de pierre alors qu'elle avançait vers eux. Quand elle traversa le rideau menant à la cabine principale, l'air lui sembla différent. Le pouvoir qu'elle portait autrefois, la présence qui imposait le respect, avait disparu. Les passagers la regardaient maintenant, non pas avec curiosité, mais avec un jugement silencieux. Lorsqu'elle passa devant le siège désormais vide, elle s'arrêta un instant. Ses yeux se posèrent sur l'appui-tête. Il portait encore la trace de l'homme qu'elle avait tenté d'écarter. Elle détourna le regard et continua à marcher. À la porte, Jérôme fut accueilli par 2 cadres supérieurs de la compagnie Horizon Air. L'un d'eux tendit la main. « Monsieur Collins, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses au nom de toute la compagnie. » Jérôme regarda la main tendue un instant avant de la serrer. Sa poigne était ferme, stable. « Il y aura une enquête complète, poursuivit l'exécutif, des mesures immédiates seront prises. Cela ne sera pas ignoré. » Jérôme ne répondit pas tout de suite. Puis enfin, il dit. « Ce n'est pas à propos de moi. » Le cadre hocha rapidement la tête. « Nous comprenons. » Jérôme se tourna légèrement vers la fenêtre. Dehors, l'avion était toujours là, nez pointé vers le terminal, inconscient de la tempête qui se levait autour de lui. Dans l'appareil, alors que Rachel descendait sous escorte dans le terminal, les flashs des journalistes l'aveuglèrent. Une pluie de questions s'abattit. « Est-il vrai que vous avez fait sortir un juge fédéral de son siège ? Avez-vous quelque chose à dire sur les accusations de discrimination ? Saviez-vous qui il était ? » Elle tressaillit sous les questions mais ne dit rien, accélérant le pas vers le couloir. Son nom figurerait dans tous les articles du matin. Elle le savait déjà, et ce qu'elle redoutait le plus, ce n'était pas seulement de perdre son emploi, c'était que le monde entier voit enfin ce qu'elle avait tenté de cacher derrière les politiques, derrière l'autorité, derrière l'uniforme.
Un jugement rapide, elle avait montré exactement qui elle était. Le terminal bourdonnait du bruit habituel de l'aéroport, des roues roulant sur le sol poli, des annonces de vol résonnant depuis les haut-parleurs, des enfants tirant les bras de leurs parents et des voyageurs pressés se dirigeant vers les portes d'embarquement. Mais juste devant la porte, quelque chose de bien inhabituel se produisait. Un groupe de curieux s'était rassemblé près des fenêtres, murmurant à voix basse, les yeux fixés sur la passerelle. Des téléphones étaient levés. Du personnel de sécurité se tenait à intervalles réguliers, imposant leur autorité en silence. Le flux habituel de passagers s'était ralenti en un filet intrigué. Jérôme Collins se tenait juste après la porte d'arrivée, entouré d'un petit cercle de cadres de la compagnie aérienne et de juristes. Bien que plusieurs aient tenté de parler, il ne répondit que par de brefs hochements de tête ou des acquiescements. Il n'était pas intéressé par des excuses prononcées sous pression. Il en avait assez vu, assez entendu. Ce qui comptait maintenant, ce n'était pas qu'il disait pardon, mais ce que la compagnie ferait ensuite, quand personne ne regarderait. L'une des dirigeantes, une grande femme en blazer impeccable tenant un clip tremblant, prit la parole. Juge Collins, nous avons déjà entamé une procédure interne. Madame Banton est actuellement interrogée par les affaires internes. Nous informerons votre bureau dès que l'enquête sera terminée. Jérôme hocha légèrement la tête, ses yeux se tournant vers l'extérieur. À travers les vitres, il voyait encore l'avion, avec les passagers commençant à débarquer, avançant calmement vers la sortie. Leurs yeux cherchaient les panneaux indiquant les taxis ou les bagages, mais parfois, ils jetaient un coup d'œil vers lui. Certains lui adressaient un petit signe de respect, d'autres détournaient les yeux. Derrière lui, un attaché de presse s'approcha et murmura. « Monsieur, nous souhaitons publier une déclaration officielle. Avec votre permission, nous pouvons y inclure une citation de votre part. » Jérôme ne le regarda même pas encore. L'attaché hésita puis recula. Pendant ce temps, dans une salle de conférence isolée au fond des couloirs de l'aéroport, Rachel Banton était assise seule à une longue table. Ses mains étaient fermement jointes. Son badge d'hôtesse était posé bien en évidence devant elle, comme une confession. La pièce était stérile, mur blanc, éclairage froid, aucune fenêtre. Un écran affichait le logo de la compagnie aérienne, Douai Corporate. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Elle attendait depuis 20 minutes sans qu'on lui ait adressé la parole. Ses paumes transpiraient. Elle les avait essuyées 2 fois sur sa jupe. En face d'elle se tenaient 2 enquêteurs de la compagnie, un des ressources humaines, l'autre de la conformité légale. L'homme de la légalité, un certain Glenn Pierce au regard sévère, prit enfin une tablette et appuya sur un bouton. Une lumière rouge s'alluma. « Mademoiselle Banton, ceci est une enquête formelle concernant les événements survenus à bord du vol, relatif à votre décision de faire quitter un passager de première classe, Monsieur Jérôme Collins. Reconnaissez-vous que cet incident a eu lieu ?» Rachel déglutit. Sa voix était rauque. « Oui. » Avez-vous vérifié la carte d'embarquement de Monsieur Collins avant de lui demander de quitter son siège ? Je l'ai fait. Je l'ai regardée. Elle hésita. Je ne pensais pas qu'elle était réelle. Elle ne correspondait pas à mes attentes. Glenn ne répondit pas. Quelles attentes ? Rachel bafouilla. Sa gorge se serra. Il ne ressemblait tout simplement pas à un passager de première classe. Vous voulez dire par son apparence ? Silence. Glenn se pencha vers elle. Soyons très clairs, mademoiselle Banton, vous avez retiré un juge fédéral de son siège en première classe, siège qui lui était attribué et pour lequel il détenait un billet valide. Vous l'avez fait sans suivre le protocole. Aucun contrôle avec l'agent de porte, aucune vérification du manifeste, aucune alerte au personnel supérieur, et vous l'avez fait de manière publique, humiliante, en présence de plus de 30 passagers. Je ne savais pas qui il était, dit-elle précipitamment. Ce n'est pas ça le problème, répliqua Glenn froidement. Le problème, c'est que vous avez supposé qu'il n'était pas. Les yeux de Rachel se remplissèrent de larmes, mais elle cligna rapidement, refusant de pleurer devant eux. Elle voulait argumenter, expliquer que tout s'était passé trop vite,
qu'elle avait pris une décision hâtive, qu'elle pensait faire son travail. Mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait rien pour se défendre. L'officière RH, une femme aux yeux calmes et à un carnet débordant de gribouillis, leva les yeux. Mademoiselle Banton, ceci n'est pas qu'une simple infraction au règlement. Il s'agit d'une question de confiance du public et désormais de réputation publique. Le juge n'a pas encore intenté de procès, mais une plainte formelle pour discrimination a déjà été reçue par notre conseil d'administration. Cet incident est en cours d'examen pour un éventuel licenciement. Rachel ferma les yeux. 10 ans. 10 ans de vol parfait, de rapports ponctuels, d'évaluation de leadership exemplaire, de gestion d'équipage. Tout réduit à quelques lignes silencieuses sur un formulaire d'enquête. Tout réduit à un seul choix qu'elle ne pouvait plus annuler. Elle avait discrètement enregistré l'interaction entre Rachel et Jérôme au moment où elle s'était produite. Elle n'avait pas voulu capturer un moment viral. Elle avait simplement senti que quelque chose n'allait pas. La vidéo ne durait que 48 secondes. Elle montrait le moment où Rachel demandait aux passagers de quitter son siège, le moment où Jérôme se levait tranquillement, et le moment où il marchait vers l'arrière de l'avion sans dire un mot, sans crier, sans confrontation, juste du silence. Mais ce silence, enregistré à travers l'objectif granuleux d'un téléphone, atteignit plus de 4 millions de vues en moins de 2 jours. Les médias l'ont repris. Les titres variaient, mais le ton ne changeait pas. Un juge fédéral évincé de la première classe malgré un billet valide, discrimination dans les airs, la compagnie aérienne sous le feu des critiques, le vol 714, le silence qui a déclenché une tempête. Les talk-shows s'en ont débattu. Les commentateurs ont analysé le protocole. Les analystes juridiques ont souligné les implications systémiques profondes. Mais pour Jérôme Collins, le tourbillon extérieur importait peu. Il n'était pas apparu dans des interviews. Il n'avait fait aucune déclaration publique. Il avait assisté à 2 réunions fermées, une avec l'équipe juridique de Horizon et une avec leur comité d'éthique. Il avait parlé clairement, brièvement, sans colère, sans vengeance, juste des faits. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait l'intention de poursuivre en justice, il a simplement répondu « Cela dépend de ce que vous ferez lorsque les caméras seront parties ». Pendant ce temps, elle ne faisait pas simplement une mauvaise décision. Elle avait révélé qui elle avait permis de devenir et maintenant, elle ne pouvait plus s'en cacher. Le 4e soir, une enveloppe simple arriva à sa porte, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un seul email imprimé, adressé à elle, transféré par la compagnie aérienne. Il venait de Jérôme Collins. Objet, responsabilité. Astérisque Madame Banton, je n'écris pas ceci pour accorder mon pardon. Ce n'est pas le but. Je l'écris parce que le silence peut être soit un bouclier, soit un miroir. Vous avez vu mon silence et pensé qu'il signifiait conformité. Ce qu'il signifiait en réalité, c'était de la retenue. Je ne veux pas de spectacle de votre part. Je n'ai pas besoin d'une excuse sous forme de titre, mais j'espère sincèrement, pour votre propre bien, pas pour le mien, que vous profitiez de ce moment pour vous demander ce que vous avez vraiment vu quand vous m'avez regardé, et pourquoi cela a été suffisant pour que vous agissiez comme vous l'avez fait. Cette réponse n'a pas sa place dans un rapport. Elle appartient entre vous et votre conscience. J. Collins astérisque. Rachel lut le message 3 fois, chacune plus lentement que la précédente. Elle le plia et le posa sur le comptoir de sa cuisine. Elle ne pleura pas. Elle ne le déchira pas. Elle ne le transmit pas à personne. Elle se contenta de s'asseoir, et pour la première fois depuis ce vol, elle arrêta de tenter de se justifier, même vis-à-vis d'elle-même. Dans un autre endroit, dans un tribunal tranquille, 2 états plus loin, Jérôme retourna dans ses chambres. Les greffiers le saluèrent d'un signe de tête silencieux. Les officiers de justice se redressèrent un peu lorsqu'il passa. Le respect avait toujours été là, mais maintenant il semblait différent. Dans son bureau, une pile de lettres l'attendait. Certaines venaient de facultés de droit, d'autres de groupes d'intérêt public, certaines écrites à la main, la plupart avec le même message « Merci pour la façon dont vous avez géré la situation ». Jérôme ne répondit pas à la plupart d'entre elles, mais il les lut toutes. Il savait que ce n'était pas pour devenir un symbole. Il n'avait pas cherché à donner une leçon à quiconque. Il avait juste voulu prendre place tranquillement, comme tout autre passager.
Mais quand ce choix lui a été volé, il a choisi de ne pas lutter avec du bruit, mais avec une certitude calme que la vérité parlerait pour lui. Et cela a fonctionné, pas parce qu'il criait, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Et dans un monde habitué à l'injustice bruyante, c'était le silence qui résonnait le plus fort. Une semaine plus tard, l'industrie aérienne passait à autre chose. De nouveaux vols décollaient. Les départs retardés agaçaient les voyageurs. Les avis météorologiques illuminaient les écrans dans les salons d'attente. Pour le voyageur moyen, le vol 714 était un titre qui était venu et reparti, juste un autre éclat sur les réseaux sociaux, dans une cascade interminable de réactions virales. Mais au siège de la direction de Horizon Air, l'histoire était loin d'être terminée. Dans un grand immeuble de verre surplombant le skyline de la ville, la salle de réunion était pleine des cadres supérieurs, des conseillers juridiques, des responsables des relations publiques, des directeurs des ressources humaines et des responsables opérationnels. Ils étaient assis autour d'une table en chêne, polie. À l'extrémité de la table se trouvait Alan Drexler, le PDG de Horizon Air, les mains jointes, l'expression grave. Devant lui se trouvait un gros classeur intitulé Vol, revue complète. De l'incident. L'air dans la pièce était tendu. Il tapa 2 fois sur la table. Commençons. La responsable des ressources humaines, une femme nommée Naomi Ken, ouvrit le rapport interne. Rachel Banton a reçu une suspension officielle. Sa conduite a violé les protocoles de l'équipage ainsi que les politiques antidiscrimination. Sa décision de retirer le juge Collins a été prise sans autorisation, sans vérification adéquate ni raison valable. Elle a depuis admis avoir agi selon son instinct, qu'elle comprend maintenant comme étant influencée par des préjugés. Est-elle licenciée ? Demanda Drexler d'un ton sec. Elle a soumis sa lettre de démission ce matin, répondit Naomi. Efficace. Immédiatement. Drexler acquiesça lentement. Et la réponse du public ? La responsable des relations publiques, Monica Fielding, intervint. Nous avons publié 2 déclarations, une excuse formelle et une autre en suivi avec une liste d'actions correctives. Nous avons reçu plus de 12 000 emails de clients, certains exigeant des boycotts, d'autres louant notre responsabilité. Le hashtag #NumberJudge714 est toujours en tendance, principalement en association positive avec la façon dont le juge Collins a géré l'incident. Elle feuilleta ses notes. Nous avons également constaté une baisse de 9% des achats de billets pour les itinéraires dans la région du Nord-Est. Nos concurrents l'utilisent contre nous dans leur campagne publicitaire. La mâchoire de Drexler se serra. Et le juge, demanda-t-il. Il a refusé les interviews, répondit Monica. Il a donné une déclaration écrite au New York Ledger hier, dit-elle en lisant à voix haute. Je n'ai pas demandé à être le centre de cette histoire. Mon intention n'était pas de punir mais d'exposer une défaillance silencieuse que nous partageons tous, la défaillance de remettre en question nos suppositions avant d'agir sur elles. J'espère que cela ne sera pas seulement une leçon pour une compagnie aérienne mais un standard pour chaque porte, chaque cabine et chaque employé en uniforme qui porte le pouvoir d'inclure ou d'exclure. La salle resta silencieuse pendant quelques secondes. Drexler se leva enfin. Je veux que chaque membre d'équipage de cette compagnie soit formé à nouveau, du haut en bas, pas seulement sur le protocole mais sur la perception. Je ne veux pas qu'un seul employé prenne une décision basée sur l'apparence de quelqu'un. Plus jamais. Les têtes hochèrent. Certains prenaient des notes, personne n'objecta. Il regarda autour de la pièce. Nous avons eu de la chance que cet homme ait choisi la dignité plutôt que la destruction. Nous ne serons pas toujours aussi chanceux. La réunion fut levée. Cet après-midi-là, à travers la ville, dans un modeste auditorium de lycée, Jérôme Collins monta sur scène, non pas en tant que juge ni en tant que figure médiatique, mais en tant qu'orateur pour un événement de leadership des jeunes. L'auditoire était composé d'élèves du secondaire, d'enseignants locaux et de parents. Il n'était pas là pour parler des politiques aériennes, mais pour parler de retenue. On m'a appris, commença-t-il, sa voix basse mais ferme, que le pouvoir ne se montre pas par la façon dont on parle fort, mais par ce que l'on choisit de ne pas dire. Il marqua une pause, laissant les mots se déposer dans la salle silencieuse. Parfois, le silence est un bouclier, parfois c'est un miroir, et parfois, c'est le seul outil qu'il nous reste pour montrer à quelqu'un le poids de ce qu'il a fait.
Il regarda l'auditoire, des visages jeunes, les yeux écarquillés, certains confus, d'autres comprenants. J'ai passé près de 2 décennies sur un banc de tribunal. J'ai écouté des centaines de voix essayer de défendre un moment qu'elles ne pouvaient pas reprendre. Et savez-vous ce qui manque presque toujours dans leurs explications? Une pause. Puis, responsabilité. Ce mot résonnait différemment de n'importe quel marteau qu'il avait jamais frappé. Pendant ce temps, dans un petit appartement non loin de la ville, Rachel Banton lut ces mots dans un journal laissé devant sa porte. Elle ne l'avait pas ouvert par habitude. Elle ne s'attendait pas à y voir son nom. Elle lut chaque ligne du discours de Jérôme sans cligner des yeux. Puis elle plia la page et la posa à côté de l'enveloppe qui était toujours intacte sur son comptoir de cuisine, celle avec la confirmation de sa démission officielle. Personne ne l'avait contactée, ni les médias, ni les amis du travail, ni les superviseurs. Elle était seule maintenant. Et c'était peut-être cela le but, parce que pour la première fois en des années, elle était forcée de faire face à la version d'elle-même qui n'avait jamais été remise en question jusqu'à ce qu'un homme fasse silencieusement tourner le monde vers elle. Et pourtant, il n'éleva jamais la voix. Elle regarda ces mots à nouveau et les murmura à voix haute. Le pouvoir ne se montre pas par la façon dont on parle fort, mais par ce que l'on choisit de ne pas dire. Puis, pour la première fois depuis des jours, elle se leva, se dirigea vers son bureau, ouvrit son ordinateur portable, non pas pour se défendre, non pas pour s'expliquer, mais pour commencer à écrire l'excuse que personne n'avait demandée, mais qu'elle comprenait enfin qu'elle devait donner.